Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ben, il n'y a pas de grève chez Air Transat ce matin. Non, effectivement, il y a eu entente de principe, là, in extremis, entre Air Transat et le syndicat qui représente les 750 pilotes d'Air Transat. Par contre, il y a déjà eu des répercussions, notamment une vingtaine de vols là, qui ont été soit annulés ou reportés. Il y a des départs qui ont été devancés, les principales liaisons qui ont été affectées. On parle de Punta Cana, Cancun, Lisbonne, Paris, Londres, Lima, Malaga également, principalement de l'aéroport de Montréal et à Toronto également. Et parmi les réactions, il y a eu notamment Pierre-Carl Péladeau qui détient, via la financière Outremont, 10% des actions d'Air Transat. Et il était venu notamment à ton micro, Mario, pour offrir ses services de médiateur dans ce conflit-là, avait été très critique à l'endroit aussi du CA d'Air Transat. Eh bien, il a déclaré notamment... et là, je vous le cite, là, « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette entente de principe pour le bénéfice des passagers et des clients de Transat qui pourront évacuer ce sentiment d'inquiétude qui prévaut depuis plusieurs jours. Félicitations aux intervenants. Et à tous et à toutes, de belles vacances sans anxiété. » Moi, je connais personnellement des gens qui devaient partir dans les prochains jours pour des destinations soleil, des membres de ma famille également. Soupir de soulagement. Ah, ben là, c'est clair, on peut comprendre, là. Ouais, puis bon, on aura peut-être probablement les détails. On devait parler aux gens, c'était déjà prévu qu'on parle aux gens du syndicat. Est-ce qu'avec l'entente, ils vont nous parler quand même? Ou est-ce qu'ils vont dire qu'il faut qu'on consulte nos membres? Des fois, les choses changent. On va toujours essayer de leur parler le plus tard dans jusqu'à là, c'est silence radio. Là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand j'ai vu l'entente, on avait déjà l'entrevue fixée, mais je me disais, peut-être qu'ils voudront plus parler. Les quelques vols qui ont été annulés, j'imagine qu'il y a eu des déçus quand même de voir que finalement... Oui, mais là, quand même, comme c'est peu, peut-être que ça va être plus facile de les reporter de quelques jours ou de les reprendre. Là, je dis pas que c'est pas du dérangement, mais c'est moins pire que si on avait eu la totale ce matin. Est-ce que François Legault devra entrer en réflexion dans le temps des fêtes? En tout cas, il y a quelques-uns de ses députés, sous le couvert de l'anonymat, qui le pensent et le disent. Il y a des élus, effectivement, qui croient que le premier ministre doit profiter des fêtes pour réfléchir à son avenir politique. Il réclame pas son départ pour autant, mais quand même, il y a nos collègues du journal qui ont reçu... Je vais essayer d'y réfléchir à haute voix. Mettons que t'es déjà en politique. Oui. OK? T'es en politique, t'es premier ministre. Tu réfléchis. Et là, si tu restes premier ministre, t'as réfléchi à quoi? Là? Peut-être au moment de partir. Ah, c'est ouais. ça. Parce Alors, que c'est proche, quand tu dis que c'est le temps de réfléchir à quelqu'un qui est déjà en poste, t'es proche de dire va-t'en donc, là. C'est proche. Je dis pas que c'est ça, mais c'est proche. Ah, tout à fait. Non, mais t'as entièrement raison. Alors, il y a des témoignages anonymes qui ont été récoltés par nos collègues du journal. Et une des personnes qui se confie sous le couvert de l'anonymat, dit recevoir des échos de ces circonscriptions comme quoi le messager est peut-être plus le bon, que les citoyens aimeraient du changement. Il y en a d'autres qui souhaitent aussi à M. Legault une sortie honorable. Hein? Après ses années de service public, ne veulent pas qu'il se fasse humilier aux prochaines élections. On a vu les projections de certains sondages là, qui rayaient même pratiquement de la carte là, la CAQ. Il y a une rumeur aussi qui court au sein de la CAQ à l'effet que François Legault annoncerait sous peu qu'il pourrait quitter aux alentours de Pâques. Alors là, encore là, c'est une rumeur. Mais ça n'a pas d'allure. Ça, c'est une rumeur jaune ou orange? Non, mais ça, c'est une rumeur, je veux dire, t'as pas rapport. Je veux dire, c'est comme, si t'es pour quitter, tu vas laisser un maximum de temps à ton parti. En fait, c'est vraiment s'il pense que là, il veut rester. Parce que ce qu'on a vu de l'entrevue avec Sophie Durocher vendredi, qui était une entrevue plus personnelle, donc on a pu aller plus loin. Il n'y a aucun scénario, aucune réflexion. Non. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est la même chose pour sa conjointe. C'est décidé. La discussion, ils l'ont eue. La décision, ils l'ont prise. Il va rester. Contre vents et marées, absolument. Il va rester. C'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Bon, s'il repousse à Pâques, c'est comme pour dire à ses militants, écoute, je veux rester à tout prix. Vous me voulez plus. Donnez-moi 3 mois de plus pour que les sondages remontent. Là, ça n'a pas encore... Tu sais comment... au mois de décembre, ça va un peu mieux. On a quelques dossiers qui se mettent en marche, mais ça prend du temps avec que les sondages montent. Donnez-moi une couple de mois de plus pour que les sondages remontent. Mais est-ce que le contexte peut être favorable, Mario? Parce que, regarde, là, t'as la crise au Parti libéral qui finit plus de finir. Après ça, Québec solidaire, ça a quand même brassé. Encore récemment, là, il y a eu départ là, dans le personnel politique qui remettait en doute finalement, si tu veux, le positionnement au niveau de la souveraineté de Québec solidaire. Le PQ a traversé quand
quand même une période un peu houleuse avec des déclarations de PSPP. Est-ce que tout ça peut permettre justement à la CAQ de remonter à temps pour les fêtes? Je sais pas. Elle, en tout cas, le sondage léger qui est sorti, je sais pas si Léger prévoit en faire un autre. Le sondage est sorti la semaine passée. On était première semaine de décembre. Ouais. C'est première semaine de décembre. La 4e semaine de décembre, elle n'existe pas. Là, c'est la semaine des fêtes. Donc, est-ce que Léger va refaire un autre sondage avant Noël ou sinon l'autre va aller en janvier? Ce qui voudrait dire que la réflexion de M. Legault se ferait avec le dernier sondage qui était quand même assez mauvais. Remonté d'un point, mais remonté d'un point quand le Parti libéral en perd 5-6. Tu dis, ouais, la CAQ aurait dû remonter plus que ça. Non, mais c'est... La question, c'est... Là, c'est des gens anonymes. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que des gens à la CAQ vont vraiment s'impatienter au point à ce qu'il y ait un vrai mouvement, là? Que, tu sais, quelqu'un se lève... C'est quelque chose, là. Tu te lèves T'es avec un chef qui t'a fait élire 2 élections. Puis c'est ton chef, puis c'est le fondateur du parti. Puis tu te lèves au caucus, mettons, là, puis à haute voix, tu dis, moi, je pense que vous devriez partir. Puis c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Très. Puis là, s'il y en a un qui le fait, à ce moment-là, là, tu peux en avoir 10. Tu sais, qui vont dire d'autres qui vont se lever. Mais le premier, là... Le Chrystia Freeland. Oui, le premier, c'est ça. Moi, je pense que présentement, il y en a plusieurs députés qui songent à ça. Dans sa propre circonscription, M. Legault qui se retrouve avec un GMF en péril. Oui, et c'est une clinique, en fait, à l'Assomption, vraiment dans la circonscription du premier ministre, une clinique là, qui dessert 18 000 patients. Et là, il y a des médecins de famille d'un peu partout au Québec qui commencent à sonner l'alarme parce que si le gouvernement garde le cap avec la loi 2, là, on en sera à peu près à une 50aine de cliniques et GMF qui pourraient fermer leurs portes dans les prochains mois. Et cette fameuse clinique-là, justement, les médecins qui y travaillent ont pris la plume, notamment la docteure Sophie Ruffet, qui souhaite essentiellement que le gouvernement Legault collabore avec les GMF, entre autres sur une hausse du personnel pour permettre aux cliniques de soigner plus de patients. Et la chef du groupe de médecine familiale de l'Assomption doute que la proposition de Québec puisse offrir des avantages financiers aux médecins. Parce qu'on a senti, dans le discours de François Legault, il était en Abitibi hier, et on a senti un petit assouplissement, là, une espèce de changement. Réel. Là. Mais oui, mais une espèce de changement de méthode. Là, c'était plus le bâton, là, on était plus dans la carotte avec d'autres incitatifs financiers. Parallèlement à tout ça, Mario, on n'a toujours pas de fumée blanche, là, on n'a toujours pas d'entente. Non, on est à 4 jours de négociation. Ouais. Et les rumeurs, mais elles sont vraiment lointaines, là, c'est que c'est pas facile. C'est que tout le monde reste à la table. T'sais, on se dit, bon, l'espèce d'optimisme qu'on avait ces derniers jours, là, les gens restent à la table, ça, c'est bon signe, on n'entend rien, on n'entend pas de rumeurs, mais il semble que ce soit très, 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 très difficile là, aux tables de négociation. Donc, c'est comme si on quitte pas parce qu'on veut pas quitter parce que ça serait trop dramatique, mais on s'entend pas non plus, là. Christian Dubé qui a réagi à cette manchette hier sur l'augmentation du nombre de cadres chez Santé Québec. Il dit ne pas avoir de malaise face à l'augmentation du nombre de cadres, souhaite en contrepartie réduire le nombre de gestionnaires dans le réseau de la santé. Et la position du ministre, Mario, ça contraste avec l'inconfort dont il avait fait part en mars dernier. À ce moment-là, il disait qu'il y avait une limite à la capacité de payer des Québécois. Il envisage maintenant abolir des postes aux communications et à l'informatique dans le réseau. Déjà, l'informatique, ça va très bien pour tout ce qui est gouvernemental. Et dit que les cadres à Santé Québec dirigent justement là, l'équipe informatique. Alors, on va éviter les doublons. L'itinérance à Saint-Jérôme, c'est un méga problème. Oui. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue une couple de semaines avec le maire qui dit là, nous, on a démantelé le campement, ça se peut pas, on peut pas. Il y avait vraiment un campement important. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent au froid. Marc, ça n'avait pas plus d'allure d'être dans une tente, là, mais là, ils vont se réchauffer à l'hôpital. Il y a des dizaines de sans-abri à la recherche, effectivement, de chaleur qui se retrouvent aux urgences. On parle même d'agression, de consommation de drogue, d'action indécente. Et là, c'est un phénomène qui est vraiment en hausse depuis les derniers mois et les dernières semaines. Il y a même des employés qui déplorent que le CIS tarde à agir malgré des appels à l'aide depuis plusieurs semaines déjà. Le froid est arrivé.
On sait, là, l'hiver est arrivé bien avant son temps là, cette année. Et l'urgence et l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est devenu une sorte d'épicentre de la crise de l'itinérance dans la région. Alors, ce qu'on peut lire dans le journal, et c'est en une ce matin, on nous raconte que chaque nuit, de 15 à 20 personnes, souvent intoxiquées, désorganisées, arrivent à l'urgence et font un peu comme si c'était un refuge. Là. Certains arrivent même avec des espèces de paniers d'épicerie pleins de leurs effets personnels. Moi, j'ai été témoin il y a plusieurs années de ça, Mario. Puis là, imaginez, là, c'est fois 1000 aujourd'hui. C'est pire, la crise de l'itinérance. J'avais accompagné ma mère à l'urgence. Et m'a donné en pleine nuit, justement. Il y a une personne en situation d'itinérance qui était débarquée complètement désorganisée. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Alors aujourd'hui, la situation est d'autant plus critique. On voit une photo, entre autres, là. Ça semble être à la cafétéria, si mes souvenirs sont bons. Là. Une personne qui s'est dévêtue, qui dort sur une table. Qui dort sur une espèce de banc de cafétéria avec ses effets personnels, une petite couverture qui semble lui cacher une partie du corps, mais il semble nu complètement. C'est ce genre de situation-là qui est vécue actuellement à Saint-Jérôme, là, qui est aux prises avec aussi une crise de l'itinérance. Il ne faut pas penser que la crise de l'itinérance, c'est juste Montréal. Non. Et aujourd'hui, on va surveiller la Banque du Canada. Oui, Banque du Canada, mais aussi la Fed aux États-Unis. Alors, en deux volets, cet avant-midi, c'est le taux directeur au Canada qui sera décidé et annoncé. La plupart des économistes s'attendent à ce qu'on maintienne le taux de 2,25 %. On sait qu'il y a une croissance annualisée de 2,6 % au troisième trimestre, une inflation plutôt stable, alors on garderait le statu quo. Mais là, pendant ce temps-là, aux États-Unis, je regardais... Parce qu'ils sont pas à la même place. Là. Nous, on a baissé les taux au Canada depuis un an et demi sans arrêt. Aux États-Unis, ils ont à peine baissé un petit peu. On est autour de 3,75, 4 % aux États-Unis. Et là, tout le monde est un peu stand-by. Tout le monde attend un peu. Je regardais tantôt, j'ai eu le temps de faire ça, de regarder les transactions d'avant ouverture de marché. C'est zéro. Tout le monde est comme sur le qui-vive et attend la décision de la Fed qui va tomber cet après-midi vers 14 h. Et là, je lisais ce matin, on prévoit à 88 % une baisse de taux, d'un quart de point, potentiellement. Mais on sent que les investisseurs attendent la décision comme telle. Et est-ce qu'on va vivre une espèce de et attendre les propos aussi, là, parce qu'on pense que M. Powell va donner, mais remarque qu'il sera plus là à un certain point, mais quand même, va donner les indications de la Fed pour l'année 2026. Là. Est-ce qu'on s'en va? Parce que aux États-Unis, plus tard qu'au Canada, mais on s'attend qu'à un moment donné, les taux vont baisser pour vrai, là, qu'on va avoir, je sais pas, sur une période de 6 mois, mettons 3 baisses d'un quart de point, là, une espèce de rafale en plus. Et là, si on l'a pas, on a eu des baisses d'un quart de point éparpillées une fois par 6 mois, même pas. Fait que là, les gens se disent, la vraie baisse de taux est pour quand? Là? Est-ce qu'elle est première moitié 2020? Elle n'a pas eu lieu en 2025. Est-ce qu'elle est première moitié 2026, deuxième moitié 2026, ou est-ce qu'elle arrivera jamais parce que l'inflation est persistante avec les tarifs? C'est le genre de questions qu'on se pose. Une grande perte hier dans le milieu culturel québécois. Béatrice Picard, ça m'a fait quelque chose hier de voir ça. J'ai passé plusieurs moments avec elle, des entrevues d'1 heure où elle était tellement généreuse, décédée dans son sommeil à l'âge de 96 ans. Pour les jeunes, c'est la voix de Marge Simpson, là, de 89 à 2013. Tu sais que pour les un peu plus vieux, c'est la voix de Delima. Oui. Dans les pierres à feu. Pour moi, là, mettons, quand j'étais jeune, c'est les pierres à feu. Oui, c'est ce qu'elle a tellement fait de voix. Puis en même temps, c'est une femme de radio, de télé, de cinéma, de théâtre. Quand elle a commencé sa carrière dans les années 40 avec Denise Filiatro, Jeannette Bertrand, ça fait partie des dernières femmes qui étaient là dans les tout débuts de Radio-Canada, celle qui était sacrée Miss Radio Télévision aussi. On parle de son rôle d'Angelina dans Les Surprenants, d'Alice dans Cré Basile, Blanche dans Symphorien, Les Brillants Kilomètres-heure en Gone Fille. C'est 250 productions. La dernière pièce de théâtre qu'elle a fait, c'est chez Duceppe. Elle était beaucoup associée à Duceppe. Elle a fait beaucoup de pièces, mais c'est Harold et Maude en 2017. Elle a joué là très souvent. Elle a partagé la scène avec le fondateur Jean Duceppe. Elle a fait un court-métrage aussi en 2022, le Suzanne et Chantal. Ça avait été présenté au Saguenay. Elle avait remporté un prix là-dedans. 4 enfants hors mariage aussi. C'est une femme qui se tenait debout. Des enfants qu'elle a eus dans les années 50-60. Moi, ce qui me fascinait aussi, c'est que dans les dernières années, elle avait parfois des soucis de santé. Puis chloup, elle revenait. Combien de fois on a dû déplacer des entrevues parce qu'elle allait à l'hôpital, mais elle revenait après parce que pour elle, c'est la porte-parole du Salon des aînés de Saint-Jérôme. C'était important pour elle d'être là. Puis elle s'est impliquée. Elle était très impliquée, là, les petits frères, les aînés, la violence envers les aînés, etc. Ces dernières années, c'est beaucoup, beaucoup impliqué. Puis l'affaire des petits frères, bon, tu entends ça, une personne est impliquée dans les petits frères. À un moment donné, Marie-Claude avait eu affaire à elle dans cette période-là, là, tu sais, puis ses implications sociales. Puis là, elle racontait que, elle, le jour de Noël, puis, tu sais, les journées où tu dis la plupart des gens sont en famille. Non, elle était
avec les petits frères. Donc, le jour de Noël, elle allait avec des personnes seules. Ça, c'est comme s'impliquer pour vrai. Là. Quand tu dis le 25 décembre, tu pars de chez vous à 8 h le matin, puis tu t'en vas donner ta journée. Là. Puis l'année passée, je lui avais parlé pour Cube, justement, pour cette émission-là, puis j'y parlais de vieillir, justement, comment elle voyait ça. Moi, je n'ai pas arrêté nécessairement, mais avec l'âge, j'ai fait beaucoup de blagues en disant que moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans, puis je vais sur une chaise roulante. Mais c'est pas vrai, ce sont des blagues, ça. Mais mon esprit est encore très solide et ça ne m'empêche pas, moi, de préparer un nouveau projet. Elle travaillait donc l'an passé à 95 ans sur un nouveau projet. Elle dit, je veux pas trop t'en parler, mettons que je le finis pas, tu sais, ça sera une ébauche tout simplement. Mais elle avait encore une volonté de travailler. Elle ne pensait pas à la retraite. Ça, c'était bien important pour elle. Donc, à Télé-Québec, il va y avoir une émission là, avec Daniel Ouimet avant de partir, cette fameuse série d'émissions où les gens vont se confier parce qu'ils savent que ce sera diffusé à leur décès. Donc, c'est disponible aujourd'hui sur l'application Télé-Québec à midi, mais sinon, lundi soir, ce sera diffusé. Il y a Radio-Canada aussi qui présente vendredi Les petits bonheurs de Béatrice, une entrevue avec André Robitaille, c'est vendredi à 19h. Mais j'avoue que le projet avec Daniel Ouimet, ça risque de nous plonger dans toutes sortes d'émotions. D'ailleurs, c'est parce que c'est fou d'avoir des carrières aussi longues. Là, c'est des carrières quasiment plus longues qu'une l'espérance de vie d'une vie normale. Complètement. Puis c'est parce que ça t'amène, tu dis, elle a joué avec Jean Duceppe, elle a joué avec des gens relevant d'une autre génération, elle a joué avec des gens qui sont décédés depuis longtemps, mais elle a joué avec les jeunes actuels là, qui sont... Puis elle se voyait jeune, elle avait comme l'esprit jeune. Moi, elle me fascinait parce qu'elle était tellement énergique. Quand elle partait, t'avais payé sur play, là, ça partait. Là. Mais tu sais que Béatrice Picard avait la même énergie qu'une personne qu'on connaît ici à Cube Radio. Je sais pas. Ben oui, elle a la même énergie que toi. Moi, ça me surprenait quand même. T'es toujours... vrai, hein? Le pétillant dans l'œil. Toujours allumé, toujours de bonne humeur. Je veux dire, elle avait 94 ans quand j'ai fait une entrevue avec elle d'à peu près 1 heure. Là. Elle n'a jamais perdu le focus. Moi, je vois du monde de 30 ans des fois, là, à peu près 15 minutes, sont à bout. On va en parler avec Guylaine Tremblay, d'ailleurs, un petit peu plus tard à l'émission, celle qui incarne Jeannette présentement. Puis, il y avait un gros lien avec le théâtre Jean Duceppe, donc on en a parlé ensemble un petit peu plus tard. Charles-Antoine, ça va pas bien pour le Canadien, et là, on pose des gestes, disons, d'éclat là, dans la direction de l'équipe. Je failli pas venir vous voir ce matin. Ah ouais? Oh, je regardais ça de tous les angles. J'ai pas le goût de, tu sais, je sais pas comment vous amenez ça, puis garder le sourire. C'était au match hier. Oui, il est resté jusqu'à la fin. Il m'a écrit à 4-0, il était découragé. Puis tu sais, c'était pas il y a eu 4-1, mais c'était jamais comme, peut-être, la petite magie. Non. Jamais. Après 2-0, après 4 minutes de jeu, tu savais qu'il n'y avait pas de match. Tu savais que t'étais venu pour rien, là. Je voyais le Lightning, parce que le début de match, là, a quand même été endiablé du Canadien. Les premières minutes, le Canadien est sorti fort. Mais il marque pas. Il lance à côté. Je regardais le Lightning, tranquille. Regardez le Canadien comme, c'est cute, votre petite affaire. Là. Allez-y, là. Amusez-vous quelques minutes. OK, c'est fini votre petite excitation. On va prendre le contrôle. Moi, je voyais vraiment 2 équipes qui sont pas du tout au même stade de développement, qui en ont vu d'autres. Donc, une défaite cuisante de 6-1. Le Canadien aime pas ça jouer à domicile. Il est pas bien là-dedans. C'est comme si l'adversaire, parce que les joueurs de toutes les formations le disent souvent, l'endroit où on aime le plus jouer, c'est à Montréal. Surtout au prix des billets. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, toutes les équipes doivent aimer jouer à Montréal parce que c'est vraiment venir chercher un 2 points facile. Là, tu repars, t'as pas un bleu, t'es à peine fatigué, tu prends à peine, tu viens chercher un 2 points facile à Montréal, là, présentement. Écoutez les pointages là, depuis 1 mois pour l'adversaire à Montréal. 5-1 les Kings, 7-0 les Stars, 8-4 les Capitals, 5-2 les Sénateurs et hier 6-1 le Lightning. C'est impossible de faire les séries quand t'as pas une fiche décente à domicile parce que toutes les formations éliminatoires ont au moins un peu de succès à domicile et vont grappiller des points sur la route. Donc là, c'est comme le contraire. Et je reviens à ton point parce que c'est vrai, juste après le point de presse de Martin Saint-Louis, on l'avait synchronisé pour pas qu'il y ait à répondre de questions là-dessus, on annonce que Jacob Fowler, le gardien de l'avenir, s'amène à Montréal parce que ni Dobèche ni Montembeault, ça ne fonctionne. Fait qu'on est allé au bout. Mais il arrête rien, là. Hier, il y a eu 5 chances de marquer 6 buts. Là. Dobèche accorde 3 buts, début de deuxième, Montembeault rentre. Premier tir que Montembeault affronte, celui d'un Québécois. D'ailleurs, ça, c'est une belle histoire. Le Pierre-Édouard Dastou, jamais repêché, ancien capitaine de l'Océanique. Hier, il marque chez lui. Là, on dit toujours la même chose, ce but-là, puis comme plusieurs autres, tu dis, OK, c'est des chances de marquer, la défensive fait rien, ils sont perdus sur la glace, c'est des chances... On donne des chances extraordinaires, mais les gardiens ne l'arrêtent pas non plus. Avec la somme des deux, c'est que tu donnes 6 buts, 7 buts, 8 buts. 3e et 4e but du Lightning ce matin, là, allez voir ça. Là, c'est une leçon à
quoi ne pas faire en défense. Là. 4 gars qui sont hypnotisés d'un côté, on en laisse un complètement libre de l'autre. Le 3e et 4e but du Lightning, là, c'était déconstruit complètement. Donc, Owen Beck également rappelé et Adam Engstrom. Donc, on va faire probablement un changement en défense, un changement sur le 3e trio. Et là, il faudra voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que Jacob Debesch renvoyé à Laval? C'est comme si Montembeault ne gérait pas bien le fait d'être à 2. Mais là, c'est la pépite de l'avenir qui est là, Jacob Fowler, avant son temps. Mais là, il fallait trouver une solution. Il fallait amener un électrochoc devant le filet. Est-ce pensable que Fowler soit vraiment la solution? Qui garde... C'est la solution à long terme. Il faut juste pas bousiller le plan à long terme parce qu'on essaie de trouver une correction court terme. Ben, t'as trouvé un angle pour en parler, finalement. Bravo. Ben oui, je vais revenir. T'as une belle angle d'abord.